Dans une récente sortie, dans une récente intervention, le président de la plus haute institution de notre pays, le président de la Cour constitutionnelle, s'est offusqué, s'est posé des questions sur les détentions préventives arbitraires. Comment est-ce qu'on explique qu'un citoyen puisse passer des années en prison sans être jugé, sans connaître un procès, et peut-être à la faveur de circonstances carrément hasardeuse, se retrouve donc en liberté une fois comme ça. Pourquoi est-ce que des Béninois et des Béninoises doivent passer des années en prison sans que la justice intervienne? Justement, qu'est-ce que la justice doit pouvoir faire? Quels sont les moyens dont la justice doit se doter pour rapidement voir le cas des uns et des autres pour ne pas laisser des personnes en prison sans jugement? On va en parler ce matin et sur ce plateau, j'ai deux invités. Julio Tobetti, bonjour, vous êtes juriste. Monsieur Alain Chousoumé, bonjour et bonjour aux téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Glory Syriac Rossou, vous êtes défenseur des droits humains. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quand on parle de détention préventive abusive, qu'est-ce qu'on entend par là? Merci Alain pour l'invitation. La question qu'on aborde aujourd'hui, c'est une question extrêmement pertinente et d'actualité. Quand on parle de détention abusive, c'est une détention qui peut-être au début a été légale, mais par la suite ne l'a plus été. C'est-à-dire des gens qui sont détenus au-delà du délai légal pour lequel on doit les détenir avant de les juger. Et quand on prend l'arsenal judiciaire, juridique au Bénin, quand on prend le code de procédure pénale, il est dit clairement que les personnes soupçonnées d'actes de délit doivent être jugées ne doivent pas être détenues au-delà de 3 ans sans être jugées. Et pour les personnes qui sont auteurs ou soupçonnées d'avoir commis des crimes, doivent être également jugées dans un délai de 5 ans. Sinon, ils doivent pouvoir être mis en liberté. Malheureusement, dans le contexte, ce qu'on constate, c'est que la détention abusive est de plus en plus constatée dans les prisons pour celles et ceux qui ont eu la chance de faire le tour des prisons du Bénin. Vous voyez les chiffres sont là. En 2016, on avait environ 7000 détenus dans les prisons et maisons d'arrêt du Bénin. En 2023, on avait 18 170 détenus. Et sur cette population carcérale-là, il y a 55% qui sont en attente de jugement. C'est énorme. C'est énorme. 55% qui sont en attente de jugement, ça veut dire que plus de la moitié des gens qui sont dans les prisons et maisons d'arrêt du Bénin attendent d'être jugés, de passer devant un juge et d'être jugés dans le délai. Il y en a qui sont dans le délai, il y en a qui ont dépassé largement le délai. Et de plus en plus, vous allez voir, certains de ces détenus-là, il y en a qui connaissent bien leurs droits. Et vont se pouvoir devant le juge constitutionnel qui est le juge des libertés fondamentales au Bénin pour lui demander est-ce que c'est normal que dans un état de droit on détienne quelqu'un au-delà du délai légal et qu'est-ce que vous, juge constitutionnel, vous en pensez parce que vous êtes aussi le juge des libertés fondamentales. Justement, c'est face à cette sollicitation de plus en plus accrue de la haute juridiction que le président s'est posé la question de savoir mais qu'est-ce qu'il faut faire désormais, Julio Tobetti? Qu'est-ce qui explique qu'une détention soit légale au départ et se transforme en abusive après et que les citoyens se retrouvent à solliciter la Cour constitutionnelle à chaque instant pratiquement? Oui, justement, c'est le fonctionnement de l'appareil judiciaire. On vous dira, monsieur Rossou parlait tout à l'heure du code de procédure pénale qui d'abord a posé le principe de ce que normalement, en fait, dans ces articles 145 à 147, que c'est la liberté qui est la règle. Et donc la détention doit être une mesure exceptionnelle et orientée dans l'efficacité en fait des mesures d'enquête. Mais contre toute attente, dans la pratique, la détention est devenue la règle. Et donc pour les moindres choses, systématiquement, soit vous allez en prison.
vous pouvez aller en prison. On disait tout à l'heure que c'est pour les mesures d'efficacité de l'enquête et de représentativité, en fait, des inculpés. Seulement, en fait, ça doit être encadré dans un délai. Vous voyez des gens qui, pour l'infraction pour laquelle ils sont poursuivis, c'est 2 ans par exemple, mais ils finissent par faire 2 ans, 3 ans, en fait, de détention avant d'être jugés. Et donc, pour la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Lorsque la personne, peut-être, l'infraction, c'est pour 2 ans. Il a déjà passé peut-être un peu moins de 2 ans. Bon, le juge finit par lui donner 2 ans exactement pour que, en fait, le verdict se confonde un peu au temps de détention qu'il avait. Donc, la Cour constitutionnelle a, dans le mois de septembre passé, rendu plus d'une dizaine de décisions, rien que sur les questions de violation de l'homme, des droits humains, se fondant sur, en fait, les détentions abusives, c'est-à-dire les détentions anormalement longues. Ce que la loi a prévu, comme l'a dit tout à l'heure, c'est en fait lorsque c'est pour en matière correctionnelle, c'est 3 ans maximum et 5 ans lorsque c'est des questions de crime. Alors que dans notre environnement, on a observé une vidéo la dernière fois, quelqu'un qui est resté près de 20 ans en détention sans être jugé. Récemment, vous avez lu le cas, et le professeur Dorothée, le président de la Commission, l'a rappelé, le cas Alofa, par exemple, quand bien même tout ce qu'on sait de l'affaire, mais ce n'est pas normal, en fait, que ce dernier continue d'être en détention alors que, en fait, sans être jugé, a déjà passé un peu plus d'une dizaine d'années, il a dû dire hurrah d'une certaine façon. Parce que s'il a fait ça, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, c'est vrai, la Cour rend des décisions, mais ça se résume à des décisions symboliques, à valeur morale, donc pour satisfaire peut-être la mort de l'individu, mais en fait, en termes d'efficacité, ça reste à faire. Et c'est ce qui justifie justement, en fait, le hurrah du président de la Cour constitutionnelle pour ce qui se demande, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un autre mécanisme pour donner force exécutoire aux décisions? Il disait par exemple que s'il n'y a pas lieu de créer en fait une juridiction judiciaire, d'accord, au lieu de la juridiction constitutionnelle qui, c'est vrai, lorsque vous êtes bénéficiaire d'une décision de la Cour constitutionnelle aujourd'hui depuis 2022, vous pouvez tenter de le faire exécuter lorsque c'est en matière civile. Mais sur le plan judiciaire, c'est compliqué d'une certaine façon. Il sollicitait en fait une réforme en fait de notre arsenal juridique pour offrir plus de chances lorsque les personnes saisissent la juridiction que finalement ils puissent avoir des décisions qui soient efficaces en fait dans l'exécution. Et je pense avant ça, il y a le professeur Jules Badet dans un ouvrage Les attributions originales de la Cour constitutionnelle qui donnait aussi en fait d'autres pistes de solutions, notamment en ce qui concerne l'efficacité des décisions de la Cour constitutionnelle. Et donc, aujourd'hui, il y a lieu de penser qu'est-ce qu'il faut faire justement pour, en fait, d'abord, que l'appareil judiciaire puisse respecter les délais légaux prescrits par le Code de procédure civile, de procédure pénale. Je pense qu'on y arrive un peu, mais ce n'est pas encore le cas par, les juridictions spéciales, d'accord, notamment qui permet en fait d'une certaine célérité que par le passé d'une certaine façon. Mais il y a aussi une politique répressive qui fait que, en fait, les maisons carcérales sont ce qu'elles sont, et comme je viens de dire d'ailleurs que la détention semble devenir la règle, contrairement en fait à l'idée de la Constitution et des instruments internationaux. D'accord. Alors, Monsieur Cyriaque Glori-Rossou, qu'est-ce qui fait que l'on n'observe pas l'exécution des décisions de la Cour constitutionnelle, par exemple, en la matière? Alors, c'est comme Julio a commencé à le dire, la Cour constitutionnelle du Bénin, comme tout mécanisme de protection des droits humains à l'international, là nous sommes au niveau national, n'a pas de police pour faire appliquer ces décisions. Il revient surtout au requérant qui a obtenu une décision de principe devant le juge constitutionnel d'aller devant le juge judiciaire pour réclamer l'exécution de cette décision-là. Il y en a qui l'ont fait par le passé et qui ont pu obtenir gain de cause, mais beaucoup ne maîtrisent pas peut-être ces procédures-là, ces mécanismes-là. Il y en a qui le font et qui sont butés à une fin de non-recevoir peut-être et tout. Donc moi je pense que ce qui est important de faire ici, comme Julio a commencé à le dire, c'est peut-être de revoir la politique pénale de notre pays. Vous voyez, on a dit entre 2016 et 2023, la population carcérale a presque triplé, sinon plus que doublé. 7 000, 18 170. Et en 2024, ça a encore augmenté. Alors qu'on n'a pas construit de nouvelles prisons en tant que telles, sauf la prison d'Abomey,
que les gens ont intégré il y a quelques années. Donc, il sera extrêmement important pour nous si on veut résoudre ce problème-là. Le président constitutionnel pose la question à juste titre. Est-ce que les gens doivent se retrouver, doivent être obligés de saisir le constitutionnel pour réclamer leur libération parce qu'ils sont détenus au-delà du délai légal? Je pense qu'il y a des mesures qu'on peut explorer et qu'on a commencé peut-être à explorer parce que pendant très longtemps, on a fait le plaidoyer pour que, vous voyez, le code pénal qu'on a adopté en 2018, c'est un code pénal qui est à saluer, même s'il y a certaines dispositions que nous jugeons qu'il faut revoir. Mais le code pénal avait prévu des décrets d'application sur les peines alternatives à l'emprisonnement, par exemple. Le sujet effleure les esprits de toutes les façons, oui. Sauf que dans la réalité, on n'y est pas encore allé. Oui, le gouvernement, le 31 janvier 2024, a pris un décret d'application sur les peines alternatives à l'emprisonnement. Il y a les peines alternatives à la détention et les peines alternatives à la détention et les peines alternatives à l'emprisonnement. Je pense que désormais, si on ne fait pas recours systématiquement à la détention d'une personne en attente de jugement ou au lieu d'emprisonner peut-être quelqu'un, on décide peut-être d'explorer d'autres pistes d'exécution de la peine, ça va être bien. Oui, allez-y. Aussi, Alain, je pense que si l'on n'arrive pas à résoudre rapidement ce problème-là, je pense que nous avons de plus en plus de détenus qui sont informés de leurs droits. Et toutes ces détentions abusives qui sont constatées par le juge constitutionnel sont des quitus qui sont donnés à ces personnes-là d'aller devant les mécanismes internationaux. Et quand vous allez devant les mécanismes internationaux, c'est l'État qui sera condamné et ces personnes-là seront dédommagées un jour ou l'autre s'ils ont l'information qu'ils peuvent aller devant les mécanismes internationaux. Oui, mais le problème, c'est que l'État ne réagit pas très souvent dans ces cas-là, dans l'exécution de ces décisions, même à l'international. La question que je m'en vais vous poser, M. Rosso, qu'est-ce qui explique la lourdeur au niveau de la justice pour que ces gens d'abus continuent dans le pays? Alors, plusieurs problèmes plusieurs réflexions peuvent être menées ici. Ça peut être, par exemple, le manque de personnel adéquat, suffisant dans les cours et tribunaux, alors même que ce gouvernement-là a procédé à plusieurs recrutements dans la fonction publique judiciaire, il y a quelques jours encore. Je pense que ce sont des solutions qui ont peut-être amené à résoudre ces genres de problèmes-là pour que les gens ne soient pas débordés dans les tribunaux et qu'il y ait assez de personnel disponible pour étudier rapidement les dossiers des détenus. Aussi, je pense que il faut peut-être faire un clin d'œil au service d'inspection, la direction d'inspection des services judiciaires qui doit également peut-être faire des visites inopinées dans certains bureaux pour voir si effectivement les dossiers, il y a une certaine célérité, comme Julio l'a rappelé tout à l'heure, parce que c'est extrêmement important pour nous si dans nos prisons, il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont en attente de jugement et qui sont des fois au-delà du délai légal. Ce n'est pas du tout bien. Alors, Julio Tometi, le président de la Cour constitutionnelle appelle à la réflexion. On réfléchit, on veut trouver des moyens pour pouvoir donc juguler ça. Mais dans une nation où la justice devient l'injustice, est-ce que l'on n'est pas en train de fabriquer un terreau fertile à des débordements après? Là où c'est encore plus préoccupant, c'est une injustice créée par le monde judiciaire ou les acteurs de la justice ou leur système judiciaire. C'est là que ça devient plus préoccupant. En ce sens que c'est le mécanisme judiciaire qui permet en fait de garantir, corriger les justices. Donc c'est pourquoi cela appelle fortement à la réflexion. Le professeur Dorothée Sosa a jeté une pavée dans la mare et la réflexion doit pouvoir continuer. Mais il y avait déjà quelques pistes. Je pense que les organisations, les défenseurs des droits de l'homme le font en termes de plaidoyer pour que, par exemple, les décisions de la Cour constitutionnelle, on puisse consigner par année, en fait, en termes d'évaluation pour voir qu'est-ce qu'il y en a de l'exécution, d'une certaine façon. D'autres sont allés jusqu'à dire, est-ce qu'il ne peut pas créer peut-être un droit pénal d'outrage, d'accord, pour non-exécution des décisions de la Cour constitutionnelle. Ouais. Parce qu'en vérité, c'est ça le problème. Chaque fois que la Cour constitutionnelle est saisie, la Cour constitutionnelle se prononce.
les meilleurs cas, c'est que du temps de la saisine au prononcé de la décision, en fait, l'appareil judiciaire au niveau des cabinets d'instruction s'active, d'accord. On a vu des cas la dernière fois où, jusqu'au moment où la décision sortait, on s'est arrangé pour que l'individu sorte d'une certaine façon. Et donc, il faut continuer à penser les mécanismes. D'autres disent, en fait, qu'il ne faut pas responsabiliser, en fait, les agents du monde judiciaire d'une certaine façon. Parce qu'il y a certaines personnes qui vous diront que moi, je ne comprends pas comment vous pouvez, excusez-moi de le dire comme ça, chacun a son rôle dans la République. Qu'un juge d'instruction, d'accord, qui peut-être a une centaine de dossiers, des gens qui sont en détention préventive et qui se permettent de prendre des vacances, par exemple, d'une certaine façon. Et donc, vous voyez un peu, en fait, il s'agit de la liberté des personnes, d'accord, qui ne sont que soupçonnées, en fait, d'avoir commis des infractions. Non, en fait, ça doit faire, en fait, l'objet d'une réflexion plus approfondie pour trouver les meilleurs mécanismes, d'abord, pour rendre plus efficace, comment dire, l'organisation judiciaire, à travers ça, se faire. Mais il faut, au-delà du personnel, est-ce qu'il ne faut pas encore démultiplier les tribunaux? Je dis par exemple, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'avoir 2 tribunaux à Cotonou? Un tribunal à Cotonou, un parquet à Cotonou, ça devient trop peu. Lorsqu'on la liste à la politique répressive actuelle, parce qu'en fait, il faut le considérer. Tout dépend de des infractions qu'on veut réprimer à un moment donné, d'une certaine façon. Alors, le professeur Sosa a bien fait, en fait, d'ouvrir le débat, et vous le faites très bien aussi, de l'ouvrir. J'espère que nous aurons d'autres occasions, en collaboration, bien sûr, avec les défenseurs des droits de l'homme, pour véritablement, en fait, aller en profondeur dans la réflexion. Les plaidoyers, c'est tout ce qu'il faut faire pour le moment, ou il y a d'autres pistes qu'il faut explorer? Alors, peut-être que ça ne va pas plaire, mais je pense que si les procédures au niveau international commencent à se multiplier pour le Bénin, je pense peut-être que ça va faire évoluer les choses à l'interne. Puisque l'image du pays en dépend aussi. Parce que quand vous allez devant les mécanismes, par exemple, quand vous allez devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies qui s'occupe de la mise en œuvre du pacte sur les droits civils et politiques, par exemple, qui interdit la détention anormalement longue, et quand vous allez devant un juge, les experts onusiens, par exemple, et que c'est constitué, vous avez une décision de principe au niveau national, il n'y a pas de raison qu'on ne vous donne pas raison au niveau international. Et c'est que en revenant dans votre pays, vous revenez peut-être avec des dommages intérêts que l'État doit vous verser. Et un jour ou l'autre, l'État finira par s'exécuter. Pas s'exécuter. Un jour ou l'autre, l'État finira par s'exécuter. Parce que ça va rester comme une tâche. À chaque fois, quand l'État sort au niveau international devant les mécanismes pour faire une sorte de reddition des comptes, on va lui rappeler les cas de personnes pour lesquelles ils n'ont pas encore rendu réparation et autres. Donc je pense que la multiplication du contentieux stratégique devant les mécanismes internationaux de protection des droits humains peut peut-être mettre un coup de pouce au gouvernement au niveau local pour améliorer la situation. Est-ce qu'il faut forcément faire recours à la détention quand on reçoit une affaire? Parce qu'on a dit plusieurs personnes en détention préventive. On a dit 55% de la population carcérale au Bénin en attente. Et en attente de jugement. C'est préoccupant de toutes les façons. Extrêmement préoccupant. Extrêmement préoccupant. Et il faut qu'on trouve une solution. C'est-à-dire que sur 100 personnes, il y a de jugement, de procès. Et qui attendent d'être jugés. Et ces statistiques-là ne nous font pas honneur, ne nous font pas du bien quand on sait on cherche à améliorer l'image. Allez, les autres intervenants dans cette émission, c'est bel et bien les internautes. Ils ont leur mot à dire. On leur a posé la question de savoir comment est-ce que la justice pourrait s'activer, quels sont les moyens dont la justice doit se doter pour faire droit aux citoyens qui passent beaucoup d'années en prison anormalement, sans être jugés. Maurice Tantan nous a rejoint sur le plateau. Maurice Tantan, mon cher Maurice, bonjour. Bonjour mon cher Alain, bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, les internautes ont donné leur avis sur la question. Absolument, les internautes ont réagi à la question du jour sur, comment gérer les détentions préventives abusives dans notre pays. Ils ont été quelques-uns à suggérer des dispositions, alternatives à la justice béninoise. On va donner lecture de ces quelques commentaires qu'on a pu recueillir sur nos différentes plateformes, sur les réseaux sociaux. Moïse Elvis là aussi, pour commencer, nous dit normalement, avec la création des juges des libertés et de la détention, on ne doit plus parler de détention préventive abusive. Peut-être que ce juge, dans les faits, n'est pas lui-même libre et dans ce cas, on doit lui donner plus de liberté, mais bon, une cour des libertés et de la détention
serait nettement mieux, estime Moïse Elvis Ola aussi. Autre commentaire sur la question du jour. Emmanuel Follard nous dit: les tribunaux et les prisons sont remplis, on n'arrive même pas à être satisfait à temps avec nos autres dossiers au tribunal. Moi, écrit-il, je propose que l'État recrute des juges qui seront mis à la disposition des commissariats où les crimes mineurs seront jugés là, avec des pénalités ou des séjours de courte durée, conclut Emmanuel Follard. Noël Dagan a également commenté la question du jour. Il nous a proposé plusieurs suggestions. Il dit, pour remédier donc à la question de la détention préventive abusive, il faut renforcer le respect des droits fondamentaux des détenus, notamment le droit à un traitement humain et digne, à la santé, à l'accès à un avocat et à des visites. Il faut réduire les cas où la détention provisoire est possible en la réservant aux situations où la liberté d'autrui ou le bon déroulement de la justice sont réellement menacés. Fixer une durée maximale de détention préventive afin d'éviter les incarcérations prolongées sans jugement. Mettre en place des mécanismes d'indemnisation pour les personnes ayant subi une détention préventive abusive afin de réparer les préjudices subis. Et enfin, mettre en place des mécanismes de contrôle plus stricts et réguliers de la légalité et de la proportionnalité des détentions provisoire. On va terminer avec deux derniers commentaires. Koumassa Maurice, pour commencer, nous dit face à la détention abusive des citoyens pour faire droit, la justice béninoise et le législateur béninois doivent trouver donc des formules de nouvelles mesures correctives, car la détention préventive a un coût sur le budget de l'État et aussi en cas de reconnaissance d'innocence du détenu. Comment corriger l'injustice subie, s'interroge Koumassa Maurice. Jean Kokou-Zounon, pour terminer, donc, nous dit il y a des lois qui régissent le domaine de prévention détentive au Bénin. Seulement, il n'y a pas assez de personnel pour suivre les dossiers afin de les liquider. Il faut donc en recruter pour permettre à la justice d'être en conformité avec les lois et la population carcérale, conclut Jean Kokou-Zounon. Alain, mon cher, voilà donc en résumé ce que nos amis internautes ont pensé de la question du jour de ce lundi matin. Merci à vous, Maurice Tantan. On va faire un dernier tour de table. Alors, monsieur Julio, voilà, Julio Tometti, si vous devez faire des propositions au gouvernement face à la politique répressive et face à la surpopulation carcérale et aux détentions préventives arbitraires, comment est-ce qu'il faut trouver le juste milieu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les citoyens soient dans ses droits? Le premier élément, comme l'a dit un internaute, il faut réformer le juge des libertés de la détention. Parce que, en fait, le Code de procédure pénale dit explicitement lorsque ce juge ordonne, en fait, une mise en détention provisoire ou lorsqu'il rend une décision de prolongation ou de rejet de liberté provisoire, il doit le motiver avec les éléments de fait et de droit. Et quand vous allez aujourd'hui dans les décisions, dans les considérants, c'est notamment la question de représentativité qui se pose. Et donc, les juges des libertés de la détention sont plus enclins à rendre des ordonnances de détention provisoire que des ordonnances de libération d'une certaine façon. Et donc, premier niveau. Donc, ça, c'est le fond de la conduite même. Encore que là aussi, le procureur peut s'opposer avec, peut faire appel à une décision de mise en liberté. Donc, en fait, pour dire, d'une manière ou d'une autre, les juges des libertés de la détention sont dans un carcan qui ne leur permet pas, ils ne sont pas libres. Alors que la philosophie, en fait, de la création de ce juge-là, c'est notamment pour éviter les détentions provisoires et tout ça. Donc, secondo, lorsque le fait est là, il faut commencer par sanctionner. Il faut commencer par responsabiliser. Je suis d'accord même pour, en fait, la proposition d'un internaute de l'institution, en fait des dommages réparatrices, en fait, des détentions abusivement longues d'une certaine façon. Lorsque ça va commencer par se démultiplier, les pouvoirs publics eux-mêmes prendront la responsabilité de travailler à réformer d'une certaine façon, parce qu'en vérité, la liberté, elle est tout ce que nous avons. Personne ne peut savoir où vous pouvez vous retrouver demain, même en quittant ici d'une certaine façon. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est la préoccupation de tout le monde. Et comme l'a dit le professeur Dorothée Sosa, il faut d'abord aussi réformer
peut-être trouver en fait un autre juge, d'accord, dont les décisions peuvent être exécutoires en cette matière, parce que la Cour constitutionnelle, comme on a dit tantôt, a des décisions, mais ce n'est pas toujours efficace en fait dans l'exécution. Eh oui, M. Cyriaque Glori-Rossou, votre proposition pour nous tirer de cette ornière. Alors, je partage amplement les conclusions de Julio, ses propositions. Je pense aussi qu'il faut responsabiliser davantage les fonctionnaires du service public de la justice face à ces situations-là. Je parlais tout à l'heure de l'inspection des services judiciaires, peut-être voir de ce côté-là aussi ce qu'il faut améliorer et pour renforcer la célérité des procédures judiciaires. Je dis surtout aussi, il y a des choses qui se font naturellement. Quand on va multiplier les procédures devant les mécanismes internationaux, par exemple, que l'État va commencer à perdre de l'argent, je pense qu'on va réfléchir à une meilleure solution rapide. Eh oui, au grand mot, les grands remèdes. Maurice Tantan, merci d'être passé sur ce plateau. Vous avez certainement votre avis aussi sur la question. Non, je voulais juste ajouter par rapport aux deux éléments que les collègues en plateau ont déjà évoqués. Je pense qu'il faut aussi insister sur la promotion des peines alternatives à la détention. Vous voyez, par exemple, depuis 2016, le Bénin s'est beaucoup engagé en matière de gouvernance électronique, dématérialisation, etc. Donc pourquoi ne pas, par exemple, penser à l'assignation à la résidence ou surveillance bracelet électronique. Donc vous voyez, on est dans une phase de modernisation, de modernité dans notre pays. Donc il faut aussi utiliser ces moyens-là pour réduire un peu la population carcérale. Allez, on vous aura compris, mesdames, messieurs. On espère que les dirigeants et les acteurs de la justice ont pris par ici ce matin et nous ont prêté une oreille attentive pour que les concitoyens qui sont dans le cas puissent vraiment retrouver leur liberté, parce que personne ne sait de quoi demain sera fait. Nous, on sait déjà ce qui va suivre dans quelques minutes, c'est la revue de presse.